suis très contente d'être là aujourd'hui. Je vois des noms d'ici, d'ailleurs. Je suis très, très, très flattée. Je disais avant qu'on ouvre la salle d'attente que quand on voit le nombre d'inscriptions, c'est un générateur du syndrome de l'imposteur pour une conférencière. Donc oui, c'est pas genré. Et puis, ça peut être parmi nous à n'importe quel moment. Puis j'espère vraiment qu'on va, on va en parler. On va en parler. On a choisi ce titre, Démystifier le syndrome de l'imposteur. Puis je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure de ce qu'on va raconter. Peut-être pour introduire, est-ce que ça fonctionne toujours là? Ok, c'est bon. Après, j'arrête de demander. Petite question pour tout le monde, et puis vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour lever la main, ou ça peut être aussi comme ça. Vous vous préparez à prendre la parole devant des dizaines de personnes, comme aujourd'hui. Est-ce que vous angoissez à l'idée de mal maîtriser votre sujet ou d'être critiqué? Est-ce que ça vous traverse parfois? Est-ce que je vois des petites mains levées, même comme ça, je vois des oui, là, je vois des oui. Oui, c'est possible d'être traversé par cette angoisse, celle que je suis en train de vivre là, actuellement, là, par exemple, aussi très personnellement. Après, une autre petite question pour vous. Vous obtenez une promotion ou un nouveau projet, quelque chose vraiment qui vous met en lumière. Est-ce que vous avez cette petite voix interne qui vous dit « N'y va pas, c'est pas pour toi, tu vas pas faire le poids, c'est pas pour toi, il y a sûrement quelqu'un de mieux que toi pour faire ça. » Puis cette petite angoisse aussi interne qui vous dit « Non, mais en plus, tout le monde va se rendre compte que je fais pas le poids. » Est-ce que pareil, est-ce que vous ressentez ça là? Est-ce que ça peut vous traverser, hein? Ouais. Cette fameuse petite voix. Isabelle en parlait au début, hein, cette fameuse petite voix. Cette fameuse petite voix. Puis alors, ça peut aller encore plus loin au quotidien. Ça peut être au travail. Angoissez-vous à l'idée dans votre équipe, dans votre environnement professionnel, proposer une nouvelle idée. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Adresser un problème ou une situation difficile à un collaborateur. Ça peut venir à ces moments-là aussi. Tout simplement aussi prendre rendez-vous avec votre collègue ou votre supérieur hiérarchique. Est-ce que vous angoissez dans ces moments-là? Petite main levée, est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que oui, et même dans des situations comme ça, alors anodines ou plus complexes, cette petite angoisse, elle peut venir. Oui, elle peut venir en fait à tout moment et pour tout le monde. Toutes les personnes qui sont ici, c'est certain qu'à un moment donné, alors on va voir à des degrés différents, on est traversé par cette petite angoisse. Et puis, elle peut avoir différentes conséquences. On va en parler. Les objectifs de cette courte conférence, c'est vraiment, je vous l'ai dit, démystifier le syndrome de l'imposteur. Moi, j'aimerais, à la fin de cette conférence, avoir pu semer des petites graines pour que vous ayez pu identifier les mécanismes chez vous, parce qu'en fait, on le vit toutes et tous de manière très, très différente, même s'il y a quand même des similitudes. Le repérer donc chez vous, mais aussi chez les autres, ça va être un élément important. Et puis, mettre en place des stratégies pour les réduire. Mais le démystifier, ça passe par ce premier élément central que j'ai envie de vous partager, qui est très important pour moi, parce que ça change déjà toute la donne quand on a ça en tête. Bon, premier élément, on est dans le cadre de Parlons sport au féminin, mais comme l'ont très bien dit Eric et Isabelle, ce qu'on va se dire là, ça concerne tout le monde, quel que soit votre genre, donc ça, on est bien d'accord. Mais je vais vous dire quelques petits éléments très spécifiques au fait d'être dans le genre féminin par rapport à ce syndrome-là. Et certainement que si je faisais cette conférence dans Parlons sport au masculin, j'apporterais des éléments un peu différents, et vous allez comprendre au fur et à mesure, mais il y a quelque chose de spécifique au genre féminin aussi que je veux vous apporter. Donc, le point de départ, c'est de se dire, oui, effectivement, ce syndrome, il est vécu individuellement. Chacun à notre manière, on va le vivre d'une manière spécifique, mais on le vit, c'est un vécu, on va se raconter comment ça se passe là.
Mais s'il y a peut-être une idée avec laquelle je voudrais que vous partiez aujourd'hui, mais juste une, là, puis j'espère qu'il y en aura plus qu'une, hein, mais juste une, ce serait cette idée que le syndrome, il est produit collectivement. On n'est pas avec dedans, là, parce qu'on est un homme, une femme, ou quel que soit notre genre, avec ce syndrome, il est produit collectivement et je voudrais vous parler de l'importance qu'a le contexte dans lequel on évolue, comment les personnes avec lesquelles on évolue, en fait, dans la construction de ce syndrome-là. Ça, c'est des choses qu'on dit peut-être un peu moins par rapport à ce syndrome et c'est peut-être pour ça qu'on se sent un peu seul parfois. Ah, je vis ça, je suis angoissée, mais je voudrais vraiment qu'on élargisse en fait notre perspective et qu'on se rende compte que en fait, notre environnement il peut être générateur de notre syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est un élément important. Et de la même manière, parce que je suis gestionnaire, parce que je vais avoir de l'impact sur les autres, je peux être génératrice de syndrome de l'imposteur chez quelqu'un. Donc ça, voilà, c'est un élément, je vais y revenir, je vais le contextualiser avec justement les éléments peut-être qui sont propres à ce que nous, on vit, les femmes. Mais je voulais vraiment commencer par ce premier élément. Alors, une fois qu'on a dit ça, de quoi on parle quand on parle du syndrome de l'imposteur? Alors, je vous ai mis des termes qu'on retrouve dans la littérature. Je suis prof en management dans le même département qu'Éric, donc on aime bien aller chercher nos éléments dans la littérature, mais c'est intéressant parce qu'on va voir des termes comme le complexe de l'imposture, donc ça peut être dit autrement. Et alors, il y a un autre terme qu'on peut voir dans la littérature qui va très très loin, modestie pathologique. J'aime pas trop le mot pathologique parce que c'est pas une maladie, mais il y a une forme de pathologie qui ressort. Mais ce que j'aime bien dans le terme, c'est le terme modestie. Parce qu'il n'y a pas que du négatif dans le syndrome de l'imposteur. Dans le syndrome de l'imposteur, il y a une forme de modestie aussi. Donc, ce que j'aime à dire, c'est que si je devais recruter et qu'une personne me dit « j'ai vraiment jamais vécu le syndrome de l'imposteur », pour moi, ça m'alerterait sur « ouf, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne ?» Parce que ça dit quelque chose aussi d'une forme d'humilité et de modestie. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi tous un petit peu traversés, parce que tous, on est traversés par la modestie, par une forme d'insécurité. Donc, c'est intéressant aussi de voir cette perspective un peu plus positive du syndrome. Il y a quelque chose de naturel, voilà, parce qu'on s'expose, parce que les autres vont nous regarder, que ce n'est pas toujours évident de se faire regarder, de s'exposer pour tout le monde. Donc, c'est aussi tout à fait naturel de le vivre comme ça. Deuxième élément, c'est un ressenti. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, mais c'est un ressenti. On est traversé par des émotions lorsqu'on a ce syndrome-là. Et troisième élément, c'est créé et ou renforcé par le contexte dans lequel on évolue. Professionnellement, ça peut être aussi personnellement, mais là, dans le cadre professionnel, au niveau aussi associatif, ça peut être renforcé. Alors, la définition, elle est intéressante. Donc, je vous l'ai dit, c'est un ressenti, sentiment, c'est une conviction, même on y croit vraiment qu'on n'est pas à la hauteur dans certaines circonstances. Puis, j'ai mis en gras quelque chose qui est super important, qui va être même super important pour développer des stratégies après, c'est malgré tous les signes objectifs qui pourraient prouver le contraire. Malgré tous les signes de réussite, là, je prends l'exemple là, ben oui, je ne suis pas pire conférencière. Ben, malgré ça, on me l'a déjà dit, mes collègues m'ont dit, ben, c'est super intéressant quand tu interviens. Ben, malgré ça, je pourrais être traversée encore par le syndrome de l'imposteur malgré tous les signes objectifs, tous les signaux positifs qu'on m'aurait donnés. Donc, c'est super important de le garder en tête. Ce qu'on peut garder en tête aussi directement, c'est alors, il faut que je sois à l'affût de ces signaux objectifs de réussite. Il faut que je les regarde plus, en fait, ces signaux, ces feedbacks positifs. Il faut que j'engrange en fait cette expérience positive et que je les garde en tête parce que ça va me servir pour développer mes stratégies. Donc ça, c'est une première définition. Alors, en 3 lettres, en général, c'est un moyen mnémotechnique pour dire alors qu'est-ce que ça veut dire ce syndrome, comment il fonctionne ce ressenti, comment il s'installe en moi. En fait, le premier, donc imposteur, le I de imposteur, c'est une impression de tromper. On a cette impression
que tout le monde va voir qu'on n'est pas la bonne personne pour faire ce qu'on est en train de faire. Alors, ça peut être dans tous les milieux. Donc, le sport, ça peut être pendant que je suis en train de jouer, ou alors c'est quand ce que je vous racontais précédemment. J'ai une promotion, je dois parler. J'ai l'impression que je voudrais me cacher parce que j'ai l'impression que tout le monde va le voir que je trompe mon monde. Premier élément. Deuxième élément, super important, puis c'est déjà un moyen pour vous peut-être de le détecter, de voir en fait comment ça marche dans votre propre mécanisme à vous, c'est l'idée de mauvaise attribution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mauvaise attribution? Mauvaise attribution, ça veut dire que les réussites que je vais avoir, objectives, ça s'est bien passé ma conférence, mon cours s'est bien passé, je suis la bonne personne pour cette promotion-là ou pour ce projet-là. Malgré les réussites, les signaux positifs, en fait, je vais attribuer les causes de cette réussite à des mauvais éléments. Il y en a deux principalement. Là, on peut parler des heures, des attributions, mais j'en ai ressorti deux qui peuvent vous parler. La chance. J'ai de la chance quand même que Eric, il m'ait contacté pour faire partie du pôle sport. Quand je dis ça, oui, je suis chanceuse de travailler avec Eric, ça c'est sûr, c'est pas ça que je veux, bien sûr. Mais quand je dis j'ai de la chance qu'Eric m'ait contacté, ça veut dire que je regarde pas la valeur, le pourquoi il m'a contacté, pourquoi il a pensé à moi, pourquoi il a vu que je pouvais être la bonne personne pour faire ça. Donc la chance, et peut-être que ça vous parle là, je vois des non-verbaux là, mais quand on dit j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, mais tous les éléments étaient là, les étoiles se sont bien alignées. Donc oui, ça s'aligne bien parfois, mais quand vous vous entendez parler de la chance, dites-vous que le syndrome de l'imposteur va ressortir d'un petit coin là à un moment donné. Premier élément pour le détecter. Deuxième mauvaise attribution, alors là, elle est plus subtile. Je dirais même, elle est même un petit peu plus vicieuse, celle-là. C'est l'idée que je vais attribuer ma réussite, le fait que je suis la bonne personne, tout ça, à tous les efforts que j'ai faits pour y arriver. A priori, ce n'est pas négatif de se dire ça. Souvent même, on va reconnaître à quelqu'un, à un collègue, tous les efforts qu'il a faits. Mais en fait, là où c'est subtil, et ça peut générer le syndrome de l'imposteur, c'est que les efforts, oui, on a pu mettre des efforts, mais c'est une mauvaise attribution parce que eux non plus, ils ne reconnaissent pas ni votre valeur, ni vos compétences. C'est parce que j'ai travaillé fort, c'est parce que j'ai mis beaucoup d'heures là-dessus, oui, mais pas seulement, c'est aussi parce que vous étiez la bonne personne, parce que vous aviez les compétences. Donc, les efforts ne reconnaissent pas notre compétence et on peut avoir tendance à attribuer notre réussite à ces efforts qu'on a mis dans la tâche. Donc, d'un autre élément. Puis le P des 3 premières lettres d'imposteur, c'est les perceptions. Puis vous allez voir, ça va être un élément important aussi pour détecter. C'est un sentiment, c'est un ressenti, ce syndrome, et c'est beaucoup lié aux perceptions en fait, qu'on a de soi-même. Et c'est pour ça qu'un des premiers éléments dans nos stratégies, ça va être de changer les perceptions qu'on a de soi-même. C'est la perception qu'on n'est pas la bonne personne, c'est cette petite voix qu'on laisse négative, qu'on laisse parler régulièrement, nous dire voilà, des signaux moins positifs sur nous-mêmes. Donc, c'est une perception qu'on a de nous. Ça peut être aussi une perception qu'on a de notre environnement, ou aussi de ce besoin qu'on a de perfectionnisme. Par exemple, les personnes dans la salle aujourd'hui qui se connaissent pour être des personnes extrêmement perfectionnistes, c'est un vecteur du syndrome de l'imposteur parce qu'à rechercher la perfection, considérer que la perfection égale la réussite, alors ça amène une perception de la réussite qui est quasiment inatteignable. Donc, c'est un élément super important aussi, cette perception de qu'est-ce que c'est la réussite. Si, Samuel, il y a des choses dans le chat, des questions, moi, je peux m'arrêter à intervenir si quelqu'un veut lever la main aussi, je peux intervenir. On va avoir une place, bien sûr, pour l'échange, mais parfois, ça peut
ça peut être intéressant aussi. Le seul commentaire, Pénélope, j'en reçois plusieurs, là, mais on entend déjà un wow. Fait que si ça peut te donner la légitimité ou. Alors, il faut que je le prenne pour de vrai. Hein. Voilà, exact. Alors, wow, mais je te laisse poursuivre avant la période Merci, de suivre. merci beaucoup. Alors, comment le reconnaître? Là, je vous donne des petits trucs. Et puis, à vous de noter, est-ce que c'est des choses que je fais? Est-ce que c'est des choses que j'ai tendance à faire? Est-ce que je me reconnais dans ce qu'elle dit là? Dénigrer ses compétences. Alors, le mot, il est peut-être un peu fort, mais quand vous sortez d'une conférence, d'une intervention, d'une rencontre avec un collègue sur un sujet où vous avez dû, je ne sais pas, vouloir convaincre ou négocier ou quoi que ce soit, et que vous sortez de ces moments-là en commençant par voir les choses qui ne se sont pas bien passées ou comment vous vous y êtes mal prise, c'est un signal. C'est un signal qu'il va falloir travailler ça. Autre élément, ça c'est très fréquent aussi, et je pense que c'est très fréquent aussi chez les hommes, et comme je suis une femme, je vais parler en tant que femme aussi, c'est-à-dire que, et puis j'ai croisé beaucoup de femmes qui avaient du mal à recevoir les feedbacks positifs. C'est quand vous voyez, quand un de vos collègues vous dit « Ah, c'était super ta conférence, ah, vraiment cette promotion, elle est méritée, c'était toi la bonne personne », et que vous vous dites « Ah, mais c'est grâce à mon équipe ». Vous voyez quand vous avez ce réflexe-là de dire « Mais c'est grâce à mon équipe », c'est bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas remercier puis reconnaître que on n'est jamais tout seul quand on fait quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire, là, il y a quelque chose du rejet du feedback positif. Il y a un moment, il y a quelque chose qui vous appartient. Dans ce feedback, vous y étiez. Pas toute seule, pas tout seul, mais vous y êtes quand même. Donc, on repère cet élément-là. Quand vous avez aussi, alors ce qu'on appelle un faible sentiment d'efficacité personnelle, par exemple, quand vous avez tendance à jamais être satisfait de ce que vous êtes en train de faire, ça peut être un bon élément pour repérer que le syndrome est par là. L'anxiété, c'est sûr, tout à l'heure, vous avez vu dans les questions, je vous ai beaucoup parlé d'angoisse. Donc, quand vous vous connaissez comme une personne anxieuse, ben, ça va être un bon détecteur. Parce qu'il faut aller regarder, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette anxiété? Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que j'ai vraiment peur que tout le monde voit que je ne suis pas la bonne personne? Et pourquoi je ne serais pas la bonne personne? Donc, c'est ça qu'il faut aller regarder. Ce que je vous disais juste précédemment, c'est le perfectionnisme ou cette idée, une représentation de la performance qui est très, très élevée. Alors, dans le monde du sport, je pense que ça parle particulièrement. Cette idée de la performance, elle est au cœur parce que vous performez les sportifs. Et puis, les coachs, on veut amener nos sportifs à performer. C'est bien, on veut ça. Mais ça engendre justement le syndrome ça peut engendrer le syndrome de l'imposteur parce qu'on est dans une dynamique de performance à outrance. Donc, c'est quand même intéressant de le regarder. Alors, pas pour ne plus être performant, mais juste pour le mettre à distance, à dire, OK, mon milieu, puis c'est pareil en entreprise, dans d'autres secteurs aussi, hein, mon milieu me demande de la performance. Je sais que ça peut générer le syndrome de l'imposteur. Il suffit de le savoir, juste en le posant. C'est un élément super important. Puis ensuite, il y a deux autres éléments, la peur de l'échec ou la peur de la réussite. Ça, en général, c'est vraiment les situations où vous allez, par exemple, sentir que vous avez peur de prendre un risque. Et souvent, c'est généré par le syndrome de l'imposteur et ça va faire que vous n'allez pas y aller ou que vous allez moins bien performer parce que quelque part, c'est un cercle vicieux. Hein. J'ai peur de l'échec, j'ai même parfois peur de réussir. Les deux sont toujours reliés et donc ça va enclencher le syndrome de l'imposteur et vous faire peut-être ne pas y aller ou alors y aller, mais avec une moindre intensité parce que c'est un peu risqué. Donc ça peut être aussi un élément que vous pourriez repérer pour le reconnaître. Donc voilà, ça c'est des petits éléments. Alors, un autre point qui est super important, c'est comment ça fonctionne. En deux mots, là, je vais vous revenir sur ce que j'ai appelé un cercle vicieux là, du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui se passe en fait une fois qu'on a tous ces éléments pour le repérer, tout ce que je viens de vous dire, en fait, ça fait partie d'un cycle. Un cycle où on va
entretenir le syndrome. Et puis moi, je voudrais qu'on sorte de la conférence avec le cercle vertueux, là, celui qui va nous permettre de le mettre un peu à la porte aussi, le syndrome. Alors, comment ça se passe? Donc, vous voyez, on a une situation de départ, une activité à réaliser, promotion, conférence, un match, voilà, il y a quelque chose qui se présente de fort, là. Il y a un changement là, dans ma posture, dans ce que mon environnement va me demander. Et puis, assez rapidement, il y a le sentiment d'anxiété qui arrive. Encore une fois, tout ça est normal, c'est normal. Face à une nouvelle promotion, il y a quelque chose, l'anxiété, la peur, ça peut être quelque chose de très mobilisateur, mais il faut le repérer parce qu'il faut voir où ça peut amener. Dans le syndrome de l'imposteur, le cercle vicieux, c'est que cet sentiment d'anxiété, il va amener à 2 stratégies. Alors, vous allez vous reconnaître, chacun ou chacune a des stratégies différentes, soit la procrastination. Je ne me prépare pas, je me mets à risque. Je ne la prépare pas, cette conférence. Non, je ne la prépare pas, je me mets à risque, je ne veux pas y aller. Oh, puis peut-être que je pourrais dire que j'ai la Covid. Puis je ne vais pas y aller pour de vrai, là. Donc, ça peut, je vais pas le faire, là, mais ça amène plein d'affaires. Comment je pourrais ne pas y aller, en fait? Comment je pourrais ne pas y aller? Comment je pourrais m'en sortir de ça? Donc, je procrastine. Bon, au final, je ne vais pas le faire, mais c'est ça qui se passe, la procrastination. Ou deuxième stratégie, le contraire, la surpréparation. J'ai ma promotion qui s'en vient, je vais préparer tous mes tableaux de bord, je veux convaincre, ils vont voir qu'ils ont pris la bonne personne. Je surprépare, je suis super préparée. Et vous voyez en plus le niveau d'énergie que ça prend et puis la fatigue que ça peut prendre. Mais c'est aussi des éléments, c'est dans le cycle, dans la dynamique du syndrome de l'imposteur, mais c'est aussi des éléments qui pourraient vous permettre de le reconnaître. Si vous surpréparez, si vous procrastinez, dites-vous « Ah, je suis peut-être touchée là, dans cette situation, par le syndrome de l'imposteur. » Puis, en fait, malgré tout ça, on le fait, ça fonctionne. Hein, je vous l'ai dit, c'est malgré tous les signes positifs de réussite. Ça fonctionne. Elle a fonctionné, cette promotion. Ce projet, on vous l'a confié, mais on s'enclenche les fameuses mauvaises attributions. C'était de la chance, j'étais là au bon moment, j'ai travaillé fort, c'est pour ça qu'on me reconnaît. Voilà. Et s'enclenche ensuite tout ce que je vous ai dit. Alors, malgré la réussite, je continue à me dénigrer, je ne prends pas le feedback positif que m'envoie mon équipe, mon supérieur, mon environnement. Et enclenche un sentiment assez faible d'auto-efficacité. Et là, je laisse la place au syndrome de l'imposteur. Je lui laisse la place. Il a pris le dessus et puis ça s'enclenche. Nous, ce qu'on veut là aujourd'hui, c'est se dire non, on ne veut pas le laisser prendre la place. Tout ça, on peut le vivre, mais on peut le réduire. On peut vraiment réduire les impacts et notamment en comprenant cette dynamique, en comprenant comment le reconnaître, on va pouvoir se donner les moyens de le réduire. Les conséquences de tout ça, de ces symptômes, de ce cycle, de cette dynamique, elles sont d'abord, j'aime toujours pointer le côté positif, elles sont faibles. Si le syndrome, il est transitoire, et très souvent, il est transitoire. Tout ça, on va le vivre, comme je vous le disais, au moment d'une promotion, au moment où on nous attribue un nouveau projet. Donc souvent, il est transitoire parce que peut-être déjà, vous les avez, les stratégies. Là, je suis sûre que parmi toutes les personnes, vous avez ressenti tout ça, mais vous avez déjà mis des stratégies en place. Et donc, c'est là qu'on peut parler d'une forme d'humilité. On ressent cette petite angoisse, mais elle ne vient pas nous faire entrer dans ce cercle vicieux. On a mis en place nos propres stratégies. Mais sinon, c'est ce que je vous disais, les conséquences, ça peut être, je vais avoir de la difficulté à prioriser des tâches. Quand je suis trop angoissée, je peux me mettre en fait en difficulté pour m'amener vers l'échec. Ça ne veut pas dire que je vais y aller, mais je peux me mettre des bâtons dans les roues. Souvent, on dit qu'on est notre principal ennemi, soi-même. On se met des bâtons dans les roues tout seul. Puis ça, c'est un signe du syndrome de l'imposteur. Aussi, puis une conséquence. Difficulté à demander de l'aide. Ça, c'est un élément intéressant à regarder parce qu'il est vraiment relié à cette dynamique. Comme je me sens imposteur,
C'est un peu tordu, mais c'est comme ça que ça se passe. Comme je me sens imposteur, que j'ai peur que tout le monde le voit, je vais peut-être avoir du mal à aller chercher de l'aide parce que ça pourrait être un signe que je ne réussis pas. Ça pourrait être un signe, mais c'est faux, hein, mais c'est quelque chose qui se passe dans ma tête, un signal que je donne à l'autre que je ne suis pas compétente pour le faire. Donc, ça peut amener à ça. Si vous avez tendance à avoir du mal à aller demander de l'aide, questionnez ça. Pourquoi je fais ça alors qu'on a tous besoin d'aide? On ne peut pas faire les choses tout seul de toute façon. Ne pas oser prendre certains risques, je l'ai déjà dit, la procrastination, l'auto-sabotage, on est notre plus grand ennemi, les difficultés à recevoir des compliments. En cas extrême, la dépression, l'anxiété, le burn-out, et puis je vais le relier aux éléments du contexte qui sont super importants. Alors, un syndrome genré, on a déjà répondu à cette question. Hein? On a dit, ce n'est pas un syndrome genré, on est d'accord. Quel que soit votre genre aujourd'hui, vous pouvez être traversé par le syndrome de l'imposteur. Mais j'avais quand même envie de faire un petit point spécifique sur la question du féminin et du genre féminin. Premièrement, dans la littérature, les premières études ont commencé par ça, puis même dans la littérature, on a de nombreuses études qui sont faites sur les populations féminines. Les 2 premiers chercheurs qui se sont intéressés, qui ont créé la notion de syndrome de l'imposteur, étaient des femmes, s'interrogeaient sur ce syndrome chez les femmes. Donc déjà, en termes de recherche, on a beaucoup de choses sur les femmes. Alors, ça pourrait nous mettre sur une mauvaise piste, mais c'est quand même ça. On s'est beaucoup intéressé aux femmes. Et pourquoi, en fait? Et je vais juste vous parler en 2 mots. C'est un gros mot, la théorie de la congruité des genres, mais ça va vous parler. Il y a quelque chose du contexte et du fait d'être une femme qui va être un générateur spécifique du syndrome de l'imposteur. Et pour moi, c'est important de vous en parler. Je vais prendre 3-4 minutes là pour vous en parler. Alors, pour vous en parler, je vais vous parler de la notion de jugement social. Qu'est-ce qui se passe en général, là, ça vaut pour les hommes ou les femmes? La théorie du jugement social, elle nous a démontré que quand on est face à une personne, on a notre cerveau, vous savez, notre cerveau, c'est une machine à juger, à élaborer des jugements, à faire des hypothèses sur l'autre. Alors, il y a des biais qui arrivent avec tout ça, mais on est très fort pour le jugement social. Et on va regarder 2 éléments centraux chez l'autre, homme ou femme, hein, là, pour le coup. Ce qu'on appelle la sociabilité. Est-ce que cette personne est sympathique, gentille? Donc, vous voyez plutôt les habiletés interpersonnelles. On va regarder ça. Et on va regarder dans un deuxième temps, ou enfin en tout cas en même temps, ses compétences, qu'on appelle l'agentisme, mais c'est plutôt, est-ce que cette personne est en contrôle, est-ce qu'elle est en confiance en soi, est-ce qu'elle est compétente, est-ce qu'elle est en situation de domination de son environnement, voilà, donc d'un côté, si vous voulez, les caractéristiques interpersonnelles, ce qui est en vert, là, puis en rouge, les compétences de la personne. Notre machine, elle va juger. Là, je regarde Eric, Isabelle, hop, ma machine, à jugement, elle m'envoie des signaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on intègre la notion de genre? En fait, le jugement social, et c'est là qu'on parle de biais cognitifs, il est ancré sur des croyances qui sont genrées. Je n'ai pas besoin de vous faire une grande démonstration pour vous dire, de votre point de vue, là, sur ces 2 éléments, sociabilité et compétence, qu'est-ce qui appartiendrait à l'archétype féminin et qu'est-ce qui appartiendrait à l'archétype masculin? Hein, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ça. La sociabilité, c'est de l'ordre de l'archétype, hein, je parle bien d'archétype féminin. Tout ce qui est de l'ordre du rouge, la compétence, c'est l'archétype masculin. Donc, c'est là les biais cognitifs. On va s'attendre de moi, femme, que je sois chaleureuse, sympathique, gentille, discrète, que je porte attention aux autres, que j'ai des bonnes capacités interpersonnelles, que je sois à l'écoute et que je sois d'une grande moralité. Et qu'est-ce qu'on va s'attendre de moi si je suis un homme? C'est que je sois affirmée, en contrôle, que je démontre de la confiance en soi, une forme d'agressivité parce que c'est quand même attendu, que je montre que je suis ambitieux, dominant, indépendant, autosuffisant. On est dans les archétypes. Je ne veux choquer personne. On est dans les archétypes. Qu'est-ce qui se passe
quand on est une femme. Et alors, si je faisais une conférence où le genre serait le masculin, je pourrais dire les choses, mais en inverse. Okay, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une forme d'incongruité. Si je me comporte, puis je peux parler de moi, je peux avoir, pour ceux qui me connaissent, ça fait combien, Eric? 1m80, 5 pieds 9, 11, presque 6 pieds. Tu es très grande, Pénélope. Moi, je fais 6 pieds 3, puis je te regarde sans baisser la tête. Là. Fait que tu fais au moins 6 pieds. Eric est très grand aussi. Donc, je pourrais avoir tous ces éléments-là de l'agentisme. D'abord, je suis grande, je peux être quelqu'un qui a une capacité à s'affirmer, autosuffisante, indépendante. Mais ce n'est pas ça qu'on attend de moi. Il y a incongruité, de moins en moins. Je rassure tout le monde, la société est en train de changer. Mais cette incongruité, le fait que j'envoie des signaux qui sont différents de ceux auxquels s'attend mon environnement, ça peut générer le syndrome de l'imposteur chez moi. Ça peut générer le fait que, ah mince, je ne devrais pas m'affirmer autant. Peut-être que je devrais démontrer des attributs plus de sociabilité. Et c'est pour ça que je pense que ce point, il est super important d'intégrer le genre, c'est que c'est générateur de syndrome de l'imposteur. Le fait que je ne sois pas congruente, cohérente avec ce que mon milieu attend de moi, ça peut générer un grand malaise pour moi parce que je les entends, je les vois, ces signaux. Tu ne fais pas les bonnes choses, tu es trop confiante, tu es trop grande, tu parles trop, tu prends trop de place. Ça fait rire Lucie. Je ne sais pas, ça doit vous parler. Donc, je le fais en grand stéréotype. Là, je mets les formes, mais c'est un peu ça. Si je parlais aux hommes, on pourrait prendre l'archétype inverse. Si je suis un homme, et il y en a beaucoup, puis Eric est très représentatif de ça, à l'écoute, gentil, avec des belles qualités interpersonnelles. Ah, son syndrome de l'imposteur arrive. Avec des belles qualités interpersonnelles et que je ne suis pas assez dominant, là je ne parle plus de toi Eric, hein, pas assez dominant, que je ne démontre pas assez, ce syndrome peut arriver aussi si je suis un homme, à l'inverse, parce que je n'envoie pas les signaux qui sont attendus par mon environnement. J'avais très envie de vous parler de ça aussi, on ne fait pas toujours le lien avec le syndrome de l'imposteur, mais je pense que pour vous, mesdames, aujourd'hui, parce que ça s'adresse aussi à vous, je pense que c'est un point important. Dans le monde du sport, je pense que ça peut particulièrement parler parce que vous êtes dans l'agentisme dans le monde du sport et vous en avez besoin pour performer, pour aller de l'avant, pour défoncer les barrières, sauter les haies, nager plus vite. Enfin, on en a besoin, mais ça peut être dissonant et ça pourrait générer ce syndrome. Donc, j'y tenais parce que ça me tient à cœur et c'est très aidant en général pour développer des stratégies. Piste pour le réduire, et je terminerai sur ces derniers éléments pour nous laisser discuter, échanger. D'abord pour vous, donc le reconnaître. J'espère que les éléments assez rapides là, que je vous ai partagés peuvent vous aider à le reconnaître. Bien sûr, accepter votre vulnérabilité. Puis là, je m'adresse à tout le monde, hommes, femmes, quel que soit votre genre d'ailleurs. Un point central sur cette perception, adoptez un autre point de vue sur vous-même. Habituez-vous à reconnaître vos forces, vos compétences. S'il faut manger plus souvent avec vos amis femmes ou hommes qui vous disent que vous êtes la plus belle, la meilleure, parce qu'il faut l'entendre souvent pour y croire. Donc, ça peut être une stratégie, ça, des dîners ou des 5 à 7 plus réguliers avec vos amis de cœur. Développez votre confiance. Faites vraiment confiance à vos compétences. Si vous êtes là aujourd'hui dans ce que vous faites, c'est que vous êtes compétente, c'est que vous êtes compétent. C'est que vous avez de l'expérience. Et elle est reconnue, donc à vous de la reconnaître pour vous-même. Et c'est que vous avez des connaissances. Vous pouvez vous appuyer sur ces connaissances-là. Un élément que j'aime bien dire aussi, c'est viser l'excellence et lâcher la perfection. Là, je m'adresse en particulier aux femmes, mais je suis femme, c'est plus facile pour moi. Peut-être que ça parle aussi aux hommes, mais
On a une foutue tendance à vouloir que tout soit parfait, de la boîte à lunch du petit dernier à la conférence qu'on fait professionnelle. À un moment donné, tout ne pourra pas être parfait. Moi, par exemple, ce matin, je pense que j'ai oublié des affaires dans la boîte à lunch. Eh bien, ce n'est pas grave. Le tout, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez contents de ma conférence. Donc, on lâche ça, mesdames, on lâche ça, messieurs, si vous vous sentez aussi concernés, mais on ne lâche pas l'excellence. On veut être dans l'excellence. Mais l'excellence, vous voyez, subtilement, c'est un peu différent de la perfection. D'abord parce que chacun a ses normes d'excellence. Donc, ça permet d'avoir une petite marge de manœuvre. Et ça nous permet quand même de viser quelque chose de beau, qui va avoir un bel impact, mais qui admet l'erreur, qui admet qu'il y a peut-être des angles morts et qu'on n'aura pas tout fait et c'est pas grave et c'est bien correct comme ça. Deuxième élément, parce que j'y tiens, vous vivez ce syndrome de l'imposteur, mais c'est votre environnement souvent qui en est le générateur. Donc, lisez mieux votre environnement. Regardez comment cet environnement il est reconnaissant ou pas. S'il l'est pas, si vous vous sentez dans un environnement où il y a peu de reconnaissance, où c'est difficile finalement d'avoir le droit à l'erreur aussi, ben dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas là et donc c'est aussi un moyen de le mettre de côté, ce syndrome de l'imposteur. C'est pas moi le problème, c'est aussi mon environnement. On m'en demande trop, on ne me reconnaît pas assez. Ça, c'est un point super important, super important. Et comme je vous disais au début, s'il y a un truc à retenir, ce serait celui-ci. Est-ce qu'on me donne le droit à l'erreur? Est-ce qu'il y a du contrôle excessif de tout ce que je fais? Ça génère du syndrome de l'imposteur aussi. Est-ce que j'ai peu de feedback positif? Est-ce qu'il n'y a pas de prise en compte de mon point de vue? Est-ce qu'on n'écoute pas? Je l'ai donné cette idée, mais on ne m'a pas entendu. Ça nous aurait permis d'aller plus vite, mais on ne m'a pas écouté. Donc, lisez, apprenez à bien lire votre environnement. Et dernier élément, dans votre rôle de gestionnaire, de leader, si c'est vous, inversement, n'oubliez pas que vous pouvez faire partie du problème. Vous pouvez faire partie du syndrome de l'imposteur de l'autre, parce que vous pouvez le générer si vous êtes trop contrôlant, si vous ne donnez pas assez de feedback. Donc, c'est intéressant de le voir aussi comme ça. Donc, établissez des relations où vous donnez de la reconnaissance aux autres, à vos collaborateurs. Donnez le droit à l'erreur aux gens qui vous entourent aussi. Autant qu'à vous, dites-vous que si vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur à vous, en général, vous ne donnez pas le droit à l'erreur aux autres. Donc, c'est un effet de vase qui communique bien. Développer la confiance des gens autour de vous. Puis si vous êtes coach, c'est aussi ça votre travail, c'est ça qu'on vous demande. Et aussi adopter un autre point de vue sur les autres. Les autres aussi sont compétents, les autres aussi peuvent vous aider. Donc, c'est aussi ces éléments-là. Donc, en bref, le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un fait, c'est un sentiment, une émotion. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir travailler dessus. Ce n'est pas un truc comme mon nez, là, je ne peux pas l'enlever. On peut s'en départir. IMP, donc impression que je vais tromper, mauvaise attribution, perception. Je travaille sur ces 3 volets pour le reconnaître et aussi pour le changer. Le contexte dans lequel je suis est central. J'ouvre mon radar et puis je regarde ce qui se passe autour de moi et on peut le réduire. Je dis réduire pour pas viser la perfection non plus, on peut le faire disparaître. Non, on peut le réduire. Je vous ai dit qu'il y avait aussi un côté positif au syndrome de l'imposteur. C'est notre signe de modestie, quelque part aussi. Donc, mais on peut le réduire en tout cas pour pas qu'il ait tous ces effets dont je vous parlais. Donc voilà, moi j'en ai terminé. Donc place aux questions où je vais départager.